Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. C'est un gouvernement de mission dévoilé depuis hier. Il doit être plus proche des populations et travailler à l'amélioration des conditions de vie. Ce sont des orientations que le président de la République a données à la nouvelle équipe. C'était hier au cours du Conseil des ministres. Le chef de l'État dit attendre également une accélération du plan social du gouvernement. Et le chef du gouvernement est au travail. Amadou Gon Coulibaly a reçu une délégation de haut niveau du Parti communiste chinois. Le PCC et le RHDP jettent les bases pour un renforcement de leur coopération. La Chine et la Côte d'Ivoire entendent aussi renforcer leurs relations, une coopération au profit des populations. Robert Mugabe était un héros, voilà ce qu'a écrit le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Les hommages pleuvent depuis l'annonce du décès de l'ancien chef de l'État zimbabwéen. Il est décédé ce vendredi à l'âge de 95 ans. Il avait passé 37 ans au pouvoir. La nouvelle équipe gouvernementale a reçu les orientations. C'était hier au cours du Conseil des ministres. Le président de la République appelle à renforcer les actions sur le terrain. Un gouvernement qui doit travailler à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ils doivent donc multiplier les actions au quotidien. Un gouvernement de mission dont nous parle Adama Koné. La méthode est inhabituelle. Alors que bien d'observateurs de la vie politique ivoirienne s'attendaient à une dissolution du gouvernement suivie d'une période propice en général à toute supputation, le président Alassane Ouattara a pris tout le monde de court en signant directement le décret de composition du nouveau gouvernement. Le temps presse, l'heure est aux actes. Il faut passer à une vitesse supérieure dans l'application du programme social du gouvernement qui d'ailleurs passe de 727 milliards à 1000 milliards de francs CFA. C'est donc un gouvernement de mission, une mission claire, en 2 points. Ce nouveau gouvernement, Monsieur le Président de la République, s'engage à redoubler d'efforts pour relever les défis suivants. Améliorer les conditions de vie de nos compatriotes, sous l'œil vigilant pendant les conseils des ministres du vice-président de la République, et assurer une victoire du RHDP aux prochaines échéances générales. Pour cela, il faut que le gouvernement soit proche de la population afin de mieux cibler et résoudre ses attentes. La consigne est donc nette. Je demande à chaque membre du gouvernement d'être présent sur le terrain et dans sa région. Il faut que les populations sentent la présence de leur ministre, entre guillemets, sur le terrain et puissent être convaincus que vous apporterez au président de la République et au gouvernement les préoccupations des populations pour que cela soit pris en compte dans la mise en œuvre et le suivi du programme du gouvernement. Des ministres au contact du terrain, les cabinets doivent être tenus par des responsables chevronnés. C'est pourquoi leur choix fera l'objet d'examens minutieux. J'ai demandé au Premier ministre que le choix des directeurs de cabinet nous soit soumis pour validation. Le chef de l'État donne ainsi le rythme, celui d'une prise en charge immédiate des préoccupations des populations. C'est donc un retour de vacances gouvernementales avec une feuille de route sans déviation pour les ministres. Une feuille de route que comprend bien le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Wagonde Diomandé, ex-chef d'état-major particulier du président de la République. C'est un militaire au parcours impressionnant. Voyons une idée de la personnalité avec Éric Goury. Tout nouveau ministre dans le gouvernement, le général de corps d'armée Wagondo Diomandé a été nommé à la tête du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Né le 1er janvier 1960 à Sokroula, sous-préfecture de Biakouma, le général Wagondo Diomandé a obtenu son baccalauréat en 1980. Soulignons que le général Wagondo Diomandé a débuté sa carrière militaire en 1983. Où il est officier d'active à l'école des forces armées de Bouaké. Il obtient successivement plusieurs diplômes et occupe plusieurs postes de responsabilité dans la Grande Muette.
diplôme de chef de section infanterie en 1986, diplôme de lutte antiterroriste en 1989, certificat de chef de garde incendie des sapeurs-pompiers en 1996 et en 1997, diplôme d'officier d'état-major. En 2002, il a son diplôme du cours avancé du droit international des conflits armés. Et en 2016, il arrache son brevet militaire supérieur, avec plusieurs stages militaires en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays. Le général Vagondo a été décoré par la République de Côte d'Ivoire pour services rendus à la nation. Chevalier de l'Ordre du Mérite ivoirien, médaille des Forces armées, médaille de la Défense nationale française, échelon bronze, commandeur de l'Ordre du Mérite français, médaille de sauvetage échelon or, médaille de sauvetage échelon argent, médaille de sauvetage échelon bronze, chevalier de l'Ordre national, officier dans l'Ordre du Mérite ivoirien. C'est donc un militaire chevronné qui se met à la tâche. Un civil tout aussi compétent dans son domaine occupe le poste de secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'agit du Dr Brice Kwasi. Il était jusqu'ici directeur des concours de la fonction publique. Grace Kando nous dit qui est l'homme. Dr Brice Kwasi fait son entrée au gouvernement Amadou Gon Coulibaly III. Il occupe le portefeuille du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au niveau de son parcours professionnel, Dr Brice Kwasi a été, entre autres, directeur des concours de la fonction publique de 2014 à 2019. Bien avant ce poste, il a été enseignant-chercheur de littérature française au département de lettres modernes de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, enseignant de gestion des ressources humaines à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et enseignant de technique de composition à l'École nationale d'administration ENA. Sur la scène politique, le nouveau secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle et de l'enseignement technique n'est pas un homme inconnu. Maire RHDP de la commune de Didier-Vie depuis le 13 octobre 2018, directeur exécutif adjoint du RHDP en charge du suivi et de l'évaluation de la vie des structures du parti et coordonnateur RHDP de la région du Bélier. Âgé de 49 ans, le nouveau secrétaire d'État, Brice Kwasi, est titulaire d'un doctorat en lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est marié et père de 5 enfants. Et parmi les entrants au gouvernement, une dame, Miss Belmonde Dogo, députée de la circonscription électorale de Dinyago, Galebré et Guibérois. Elle est secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Elle dit être déjà engagée pour la cause de la gente féminine. Son portrait avec Sidonie Davila. Plusieurs personnalités ont fait leur entrée dans le gouvernement formé mercredi dernier. Parmi elles, le député de Dinyago, Galebré et Guibérois, commune et sous-préfecture. Miss Belmonde Dogo est en effet l'un des 11 vice-présidents que compte l'Assemblée nationale. Cette originaire du Go a fait un parcours normal lors de son cursus scolaire sanctionné par plusieurs diplômes, dont un DUT, un Master 2, Import-Export. Elle est nommée secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation des femmes. Un poste qui, selon elle, lui permettra d'accomplir un travail déjà entamé dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Pour cette nouvelle responsabilité, nous avons certainement des recettes à nous, parce que nous travaillons à notre modeste niveau avec nos femmes, mais nous attendons de recevoir, je dirais, notre feuille de route. Sur la scène politique, elle est identifiée parmi les 20 femmes les plus influentes de Côte d'Ivoire. Membre fondatrice de l'UPC, l'Union pour la paix en Côte d'Ivoire, Belmonde Dogo intègre le RHDP où elle occupe le poste de directrice exécutive en charge des relations avec les parlementaires depuis 2018. La députée de Galebré, Miss Belmonde Dogo, a fait sa rentrée de classe ce jeudi 5 septembre au premier conseil des ministres du gouvernement Amadou Gon Coulibaly III.
Justement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly reçoit le Parti communiste chinois. Il s'agit d'une délégation de haut niveau du PCC. La Chine et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Des relations également approfondies entre le Parti communiste chinois et le RHDP. Les deux partis s'engagent à faire profiter directement leurs relations aux populations. Le point avec Alexis Ouedraogo. Le Parti communiste chinois se rapproche du RHDP. Une forte délégation est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Objectif, renforcer la coopération avec le parti et jeter les bases solides de coopération entre les deux pays. Nous avons eu des séances très fructueuses pour une meilleure mise en place du consensus important conclu entre les deux chefs d'État. Et pour que le fruit de la coopération sino-africaine profite davantage à la population ivoirienne et que la population bénéficie directement de cette coopération. Et je souhaite aussi un très bel avenir pour la Côte d'Ivoire. La délégation n'a pas manqué de saluer le chef de l'État Alassane Ouattara pour son soutien à la réussite de la conférence sur la communauté de destin sino-africain. La délégation du PCC a rencontré également les responsables du RHDP. Le Parti communiste chinois renforce donc sa coopération avec le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les deux partis ont signé un mémorandum. Ce partenariat vise le partage d'expériences en matière de gouvernance et de formation politique. Le Parti communiste chinois s'est engagé à encourager les entreprises chinoises à investir en Côte d'Ivoire. L'actualité politique, c'est aussi le dialogue social. Les partis politiques ont échangé avec le ministre de l'Intérieur et de l'administration du territoire, Sidiki Diakité, une rencontre à laquelle le PDCI a pris part. Je vous propose qui a marqué la rencontre de ce soir. On écoute donc Daniel Bonny-Clavry. Ce que nous retenons, et nous en remercions infiniment Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il a exprimé la volonté du président de la République, mais également du gouvernement, de pouvoir poursuivre des discussions sur tous les autres aspects. Parce qu'il y a la commission électorale, il y a le code électoral, le découpage, etc., etc., tout le processus. Et le gouvernement manifeste une volonté de vouloir vraiment faire appel à toutes les sensibilités pour que nous puissions essayer de trouver ensemble des consensus. Mais il est évident que négociation, ça veut dire que chacun doit faire un pas en avant vers l'autre. Donc nous sommes extrêmement ouverts, nous restons totalement disponibles et nous remercions infiniment le gouvernement d'avoir manifesté cette volonté. La main qui a été tendue, nous la saisissons. Une rencontre qui vise à consolider la paix dans le pays. La paix justement au cœur d'une rencontre à Sao Tomé et Principe. Il s'est tenu l'ouverture du sommet africain pour la paix. Environ 1000 délégués venus de plusieurs pays d'Afrique. Initiative de la Fédération pour la paix universelle. Une rencontre pour inviter à être des ambassadeurs de la stabilité et du développement durable. Envoyé spécial Abou Sanogo. Sao Tomé et Principe, un des plus anciens pays d'Afrique situé dans le golfe de Guinée à l'ouest du continent africain. Il est formé de deux îles principales, l'île de Sao Tomé où se trouve la capitale et Principe à 150 km de Sao Tomé. Sao Tomé est une ancienne colonie portugaise indépendante depuis 1975. C'est ce petit État qui abrite le sommet africain pour la paix, l'unité et le développement durable autour du thème « Construire une Afrique pacifique et prospère centrée sur les valeurs universelles, indépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles ». Un sommet initié par la Fédération pour la paix universelle, une alliance internationale de personnes et d'organisations résolues à bâtir un monde de paix où chacun pourra vivre dans la liberté dans une coopération harmonieuse avec les autres. Au palais de congrès de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et en présence du président de la République démocratique de Sao Tomé, Evaristo Carvalho, et de la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Agjan Anmoun, environ 1000 délégués venus de plusieurs pays d'Afrique, des chefs d'État et de gouvernement actuels et anciens, des ministres, des présidents de parlement, des chefs religieux ont tous été invités à être des ambassadeurs de la paix. Pour la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, l'humanité attend la paix. La Côte d'Ivoire est présente à ce sommet. Nous sommes heureux d'avoir assisté à ce sommet parce que nous voulons la paix pour nous-mêmes, dans notre famille
et dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs pays africains qui sont représentés ici au plus haut niveau. Tout cela pour parler de la paix, pour renforcer l'unité et l'harmonie entre les pays africains. Notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire puisse, avec la bénédiction du chef de l'État, organiser un sommet comme celui-ci. Ce sommet vraiment nous a apporté encore plus de sensibilité sur la paix. Nous avons tous écouté le discours de Madame la fondatrice et Monsieur le Président de la République. Et nous ne pouvons que s'abstenir à ça et continuer dans le cadre de la recherche de la paix. La Fédération pour la paix universelle collabore avec tous les secteurs de la société en développant de nombreux programmes, dont la réalisation des objectifs de développement durable de l'ONU, la résolution des conflits et l'éducation à la paix. Et la Côte d'Ivoire prône également la paix. Le gouvernement attache aussi du prix à la question de l'emploi des jeunes. Il offre des opportunités d'insertion professionnelle à la jeunesse, des guichets emploi disponibles dans les villes et communes du pays, ceux de Daoukro, Mankono et Séguéla, ouverts ces derniers jours. On fait le point avec Godfrey Okambawa. Les villes de Daoukro, Mankono et Séguéla viennent d'être dotées chacune d'un guichet emploi jeune. L'inauguration de ces agences est faite par le secrétaire d'État chargé du civisme, Siaka Ouattara. Des guichets qui permettront d'améliorer l'employabilité des jeunes. Le rapprochement de ces pôles emploi à ces communes s'inscrit dans le programme social du gouvernement et a pour particularité sortir les jeunes de la précarité. La jeunesse de Daoukro a remarqué votre profond intérêt et votre détermination à faire avancer sa cause. La cérémonie de ce jour vient donc exaucer un vœu cher aux jeunes, celui de créer la proximité entre les jeunes et l'agence emploi jeunes. Chers amis jeunes, l'ouverture de ce guichet à Séguéla est un signal fort pour dire que le gouvernement est toujours à la tâche pour nous donner un avenir meilleur. Le secrétaire d'État chargé du civisme a appelé la jeunesse à s'inscrire sur cette plateforme qui demeure une opportunité pour leur autonomisation. Le guichet emploi est votre maison. Je vous invite donc à le fréquenter pour bénéficier des prestations pour votre parcours d'insertion professionnelle. Dans cette dynamique, je vous exhorte à adopter des comportements civiques et citoyens à travers votre engagement dans la communauté. Selon le secrétaire d'État chargé du civisme, plus de 2 500 000 emplois ont été créés de 2012 à 2016. L'ouverture de ces guichets permettra d'atteindre l'objectif de 500 000 jeunes insérés d'ici à 2020. Le Festival national Vacances Culture est à sa 25e édition. Elle se déroule dans la cité des Antilopes à Daloa. Les jeunes expriment leur talent dans 16 disciplines. Le conte, le théâtre, la poésie, entre autres. Le pagne tissé est au cœur de la réflexion pour cette édition 2019. Franck Wadio. Une dernière couche du col, puis du sable. Marus est satisfait de son œuvre. Il pourra la présenter à temps aux membres du jury. Vacances Culture, pour moi, c'est une opportunité parce que participer à Vacances Culture, c'est vrai, le prix compte, mais on peut se révéler à travers Vacances Culture. Sur leur métier à tisser, d'autres artistes concentrés. Le pagne, bien visible, et les motifs qui prennent forme. Le pagne à tisser justement au centre du Festival national Vacances Culture. Un tour d'ailleurs au centre culturel du Daloa. C'est le concours de la nouvelle. 11 candidats présentent leurs écrits sur le thème du pagne à tisser. Tisser le pagne n'avait aucun secret pour nous, car nous détenons cela du père de notre père. C'est le stress pour ceux qui attendent à leur tour de passage. Cette candidate, par contre, vient de terminer sa prestation. Mon récit, c'était plus basé sur une jeune fille qui vient d'un milieu défavorisé et qui, par le pagne tissé, sera vue dans le monde. Une fine pluie, des acteurs montent leur décor pour la pièce théâtrale. Retour dans la salle, les humoristes et les poètes sont de la partie. Nous avons véhiculé un message concernant le pagne tissé, du pagne tissé de la tradition à la modernité. Narration, occupation scénique, à Vacances Culture, les anciens n'hésitent pas à venir prêter main forte aux futurs talents.
C'est, disons, la graine que nous avons sémée qui fait que les autres groupes voient cela et qu'ils maintiennent encore la flamme allumée. De nos valeurs, on parle de notre culture, on parle de ce qui est propre à nous. Donc on tente de leur expliquer à ce niveau-là et de pouvoir aussi leur donner une certaine mesure, d'avoir une hauteur d'esprit. Vacances Culture 2019, ce sont 16 disciplines en compétition. Elles se déroulent même la nuit tombée. L'orchestre traditionnel avec Dieukwé et la danse des panthères de Zoukoubeu. Sans oublier la danse des forgerons de Bundiali. Ici à Abidjan, la commune de Yopougon vit au rythme de la 5e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. La cérémonie d'ouverture, c'était hier jeudi à la place CP1. C'est une occasion de célébrer la diversité culturelle, un cadre qui favorise le dialogue des cultures, nous dit Issa Tionaïo. Rythme, son harmonieux et langage tambourinaire. La diversité culturelle est au cœur de la célébration de la 5e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture, SNAC. Danse traditionnelle des différentes régions du pays, l'art culinaire et la valorisation du pain tissé sont les moments forts de la cérémonie d'ouverture. La SNAC, c'est aussi le dialogue des cultures avec la prestation des danses venues d'autres pays, de la sous-région. Depuis 5 ans, la Semaine nationale des arts et de la culture assure la promotion et la valorisation du patrimoine culturel. De quoi réjouir hommes de culture et autorités. C'est une très bonne occasion de montrer nos danses à nos enfants, à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, pour qu'ils acceptent, pour qu'ils consomment la danse traditionnelle. À travers la SNAC, le ministère veut donc contribuer à l'avènement de l'Ivoirien nouveau, équilibré, respectueux de son prochain et de ses valeurs de la République et engagé dans le développement durable de son pays. La culture précède le développement. De même qu'aucune maison ne peut être bâtie sans fondation, aucun développement durable ne peut être entrepris et réalisé si le peuple ne met l'accent sur son patrimoine culturel. Après la cérémonie d'ouverture, une visite des stands a permis aux personnalités et populations de découvrir les potentialités culturelles et touristiques du pays. C'est en 2020 que s'achève le processus du 5e recensement général de la population et de l'habitat, un projet qui se déroule en 9 étapes. Le comité technique fait le point. La première réunion tenue hier, des avancées sont à noter. Nadia Edia, Cheikh Koné. Sur les 9 composantes du programme de recensement de la population 2019, 3 ont déjà été exécutées. La cartographie censitaire, étape 4 du processus, est en cours. Démarrée depuis le 14 mars pour l'intérieur du pays et le 3 septembre pour la ville d'Abidjan, elle permettra de démarquer les zones de dénombrement pour le travail des agents recenseurs. Nous mettons en œuvre tout ce qui relève du volet technique et du volet communication, de sorte que l'information soit disponible et de sorte que chaque Ivoirien soit informé, chaque acteur, où qu'il soit, puisse se faire recenser sans opposition et sans d'autres formes d'obstacles qui pourraient éventuellement perturber la mise en œuvre efficace de l'opération. Le dénombrement principal, point majeur de ces opérations de recensement général de la population, est prévu se tenir au premier trimestre 2020. Cette première réunion du comité technique est l'occasion de faire le point entre les structures impliquées. Les travaux contribueront à faire respecter les délais pour le bon déroulement du recensement. Innovation, ce 5e recensement va permettre d'établir un répertoire des principaux indicateurs sociodémographiques par circonscription administrative. Coût global du projet, plus de 23 milliards de francs CFA. Vous l'avez certainement remarqué, il y a une floraison de bouteilles et de bidons en plastique. Ils ont une seconde vie après le premier usage. Ils sont réutilisés et servent d'emballage, notamment pour vendre les jus de fruits. Vous allez le voir, un commerce bien juteux, mais des questions se posent. D'où viennent ces bouteilles et bidons et surtout quel impact sur la santé? Je vous invite à regarder cette enquête de Christelle Bédéa, Sidonie Davila.
un coup dans le bidon parce que quand il finit de boire, on peut réutiliser le bidon. Or, pourtant, le chasser, bon, quand il finit, on jette ça dans la rue. Ça, c'est pas trop joli à voir. Ils vont laver, c'est vrai qu'ils vont laver, ça va être propre. Mais on ne sait pas c'est quoi qui est sur le bidon. Donc moi je préfère les chasser, au moins ça va être d'en chasser quand ils finissent de boire et je jette à la poubelle. Bien appréciées ou pas, ces bouteilles ont leur utilité. On les retrouve un peu partout dans la capitale économique et on se demande d'où elles viennent pour se retrouver là. Kénébou, vendeuse de bidons à Agamé depuis 7 ans, nous en dira un peu plus. Au début, quand Akwedo était là, là-bas ça venait. D'Akwedo, les bouteilles, des sucreries. Maintenant que les gens savent que les femmes se débrouillent un peu dedans, elles gagnent un peu. Donc maintenant là, tout le monde envoie pour vendre. Même les filles même qui ramassent les ordures de coup en coup, là, si elles ont eu 2 ou 3 bouteilles de bidon, elles gardent. Jusqu'à ce que ça soit au moins un peu beaucoup, elles viennent pour vendre. Comme Guinébou, elles sont nombreuses ces femmes qui font de la vente des flacons en plastique leur gagne-pain. Une activité qu'elles mènent en étroite collaboration avec les industries du secteur. Quand ça marche, les femmes là peuvent vendre 250 000 dans les bouteilles. Deux fois même plus. Il y a les usines même qui viennent. Ils viennent prendre les trucs de javel là où il n'y a pas de fermeture. Ils font ça, ils fabriquent, ils transforment, ils font les seaux, les bassines, les bois à linge. Les gens qui sont à Daloa, Ghana et Mali, ceux qui vendent les Oussuna là, les encens là, ils mettent dans les bouteilles, ils viennent payer pour partir. Il y a tous les prix. Ce n'est pas le même prix. Petit là. On peut prendre ça 4 à 25. Et puis nous aussi on vend 3 à 25 ici. On peut gagner 2500, mais 3000. C'est pas facile, mais on est dedans comme ça. Depuis ces dernières années, on assiste à une croissance remarquable des bouteilles en plastique, une floraison due au principe de l'emballage perdu selon les experts. Un principe selon lequel la responsabilité de l'entreprise se limite à mettre à disposition son produit à la consommation et à se déresponsabiliser du contenant. Toujours, selon les experts, l'utilisation de ces bidons qui, à l'origine, contenaient des produits alimentaires ou même des produits toxiques peut se révéler dangereux pour la santé. Je me suis rendu compte que ces bouteilles d'eau, en général d'eau minérale, ont beaucoup servi dans les toilettes. Ce sont des bouteilles qui ont servi à laver des pieds, à laver des parties intimes, qui se sont retrouvées dans des poubelles et qui ont été réutilisées et vendues dans des foyers ou dans des restaurants. Lorsqu'on n'a pas eu l'occasion de détruire ce produit, provenant en tout cas d'une clinique, les risques sont énormes. L'ignorance fait de nous en général des personnes susceptibles d'empoisonner. En n'ayant pas les moyens suffisants de nettoyer ce bidon, on se retrouve avec, ça ne tue pas Africains et ça tue in fine beaucoup d'Africains. Le Centre international de compétences de l'artisanat, SICA, indique également que le secteur du plastique est en proie à la contrefaçon. Le taux s'élève aujourd'hui à 60%. Tant que les bouteilles seront disponibles, donc tous ces produits seront disponibles, il y aura la possibilité, plus de facilité à vendre et à mettre sur le marché des produits contrefaits. Les industriels, en tout cas, qui ont été contrefaits, puisque des personnes malveillantes ont fait baisser leur chiffre d'affaires de plus de 60%. C'est-à-dire que la contrefaçon fait 60% et l'original fait 40%. Les bidons recyclés et vendus sont utilisés pour la vente de plusieurs produits, entre autres les jus naturels, la conservation de l'huile et des médicaments traditionnels. La floraison des bidons, une réalité en Côte d'Ivoire, contre laquelle le Centre international de compétences de l'artisanat entend lutter désormais par la mise en place d'un comité interprofessionnel de l'emballage et du recyclage. Sa mission, veiller à la qualité de l'emballage et à l'utilisation des produits bio pour un environnement plus sain. Sport football, première sortie des éléphants après la CAN, une sortie manquée. La Côte d'Ivoire perd face au Bénin en amical début à 1. La rencontre disputée aujourd'hui, voici les temps forts.
Après avoir eu le mérite d'éliminer le Maroc en 8e de finale lors de la CAN 2019, le Bénin s'est payé le scalp des éléphants de Côte d'Ivoire. Moins de 2 mois après la CAN et son élimination en quart de finale, la Côte d'Ivoire a concédé une défaite en amical. Face aux écureuils, le sélectionneur Ibrahim Kamara opte pour un trident offensif, Gradel, Assalé et Togimel. Un choix apparemment judicieux à l'entame avec une tentative de Max Alain Gradel, mais sa reprise passe au-dessus du cadre. À la reprise, les coéquipiers de Stéphane Sessegnon s'offrent les meilleures opportunités, mais ce sont les éléphants qui débloquent la situation au tableau d'affichage avec Roger Assalé. Menés au score, les écureuils du Bénin inversent le rapport de force. Entré en cours de jeu, Rodrigue Kossi permet au Bénin de revenir à hauteur de la Côte d'Ivoire sur un coup de pied détourné par Mamadou Bagayoko. Motivés par l'égalisation, les poulains de Michel Dussuet accentuent la domination et parviennent à obtenir un pénalty. Proposé au tir, Stéphane Sessegnon prend à défaut le portier Sangaré. 2-1 score final. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront face aux aigles de Carthage de la Tunisie le mardi 10 septembre pour un autre match amical. Dans le reste de l'actualité, l'ancien président du Zimbabwe a décédé aujourd'hui à Singapour. Robert Mugabe s'est éteint à l'âge de 95 ans. L'homme avait passé 37 ans au pouvoir. Il est considéré comme le héros de l'indépendance de son pays. C'est une icône de la libération, a tweeté l'actuel chef de l'État, Emmerson Mnangagwa. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.